À la une ce soir, changement de direction au centre hospitalier universitaire de Martinique. Le directeur général doit quitter ses fonctions le 1er décembre prochain et laisser place à une administration provisoire. Commémoration du 11 novembre, les tranchées, les poilus. La France se souvient de la Première Guerre mondiale et rend hommage aux soldats morts au combat. Nous en parlerons avec nos invités. Hommage également hier soir à Patrick Saint-Éloi au stade de Dillon avec toute l'équipe du Grand Méchant Zouk rassemblée autour de Jacob de Verlieu. Le public a répondu présent. Et puis le sport, il en sera question avec notamment du basket et la finale départementale en Coupe de France avec la victoire de la Gauloise chez les filles et du Golden Lion chez les hommes. La page sport à découvrir à la fin de votre édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Il y aura donc du changement au centre hospitalier universitaire de Martinique. Le directeur général doit quitter ses fonctions au début du mois de décembre après 3 ans de service. La structure connaît depuis plus de 20 ans une grave crise financière avec une dette abyssale évaluée à près de 400 millions d'euros. C'est une administration provisoire qui sera mise en place en attendant la nomination de nouveaux directeurs. Les détails avec Louis Sabas. Nicolas Etienne, directeur général du CHU de Martinique, pour encore 19 jours. Dans une note interne diffusée hier, le haut fonctionnaire annonce son départ à compter du 1er décembre 2017. Arrivé le 1er avril 2014, il n'aura pas réussi à remettre sur pied les finances du centre hospitalier universitaire de Martinique. La mauvaise santé financière de la structure fait parler même au niveau de l'Assemblée nationale. Concernant le CHU de la Martinique, il est important d'informer la représentation nationale que la Martinique bénéficie d'un accompagnement financier d'envergure de la part de l'État, tant en trésorerie qu'en investissement. L'aide nationale en trésorerie consentie à cet établissement est majeure. 98 millions d'euros en 2015, 98 millions d'euros en 2016, 93 millions d'euros en 2017. Le CHU de la Martinique représente à lui seul 33% de la dépense en aide nationale en trésorerie de mon ministère. Autre point faible du CHUM, les conditions de travail des personnels de santé et la qualité d'accueil des patients décriée par un collectif. Ça fait plusieurs années qu'on demande l'effacement des dettes de l'hôpital qui, à l'époque, étaient de l'ordre de 450 millions et on ne les efface pas. Par contre, on prend des mesures sévères qui ont des conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'un collectif intitulé CHUM Douvent a été mis en place il y a déjà plusieurs semaines, c'est pas l'occasion du passage du ministre, pour dire que ça suffit, halte là, on veut des moyens humains et personnels pour pouvoir faire cet hôpital remplir sa mission de sauver des vies humaines. Dès le mois de décembre, la direction générale sera assurée par 2 membres de l'inspection générale des affaires sociales, directement rattachés au ministère de la Santé, une administration provisoire décidée par la direction générale de l'Agence régionale de santé. Quant à Nicolas Etienne, il devrait être nommé inspecteur au sein de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales. Autre grand titre de l'actualité, les commémorations de l'armistice en ce jour férié. La France rend hommage aux poilus, ces valeureux soldats qui ont participé à la Première Guerre mondiale et conduit le pays à la victoire face à l'Allemagne. Ce matin, à Fort-de-France, le préfet a présidé une cérémonie solennelle en présence des autorités civiles et militaires. Le reportage de Karel Chassol et de Michelet François. Autorités politiques et militaires, associations d'anciens combattants, mais également des jeunes étaient présents ce matin au monument aux morts. Une commémoration de l'armistice 1918 comme de coutume solennelle, un devoir de mémoire nécessaire pour rappeler à la jeune génération, entre autres, ce pan de notre histoire. C'est les 100 ans de l'année 1917 et donc ça a été une année terrible à la fois dans les combats et puis ça a été le tournant de la guerre. On a vu la victoire se dessiner et donc je crois que c'est important de commémorer ces moments-là. Quand on fait ces genres de manifestations, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour honorer, pour rendre gloire et justice à tous ceux et toutes celles qui ont participé à la guerre. La guerre 14-18, on l'appelait aussi la guerre de la boucherie. Alors, quand on se rassemble au monument aux morts pour déposer des gerbes,
Et pour lire les différentes déclarations ministérielles, eh bien, il y a quelque chose, un souvenir qui ne s'efface et qui ne s'effacera jamais. Outre le dépôt de gerbes ou encore l'hommage aux morts pour la patrie, cette cérémonie a été l'occasion de décorer des anciens combattants. Très touché par ce qui vient de passer, qu'on m'a mis à l'honneur, que je ne pensais même pas. Ça a été quelque chose de merveilleux et que les gens maintenant ont connu déjà ma carrière dans l'armée, que je suis dans l'armée, étant ancien militaire, que j'ai participé à la guerre 39-45. Et après, je me suis engagé en Indochine. J'ai fait 4 ans en Indochine, 4 ans en Algérie. Et si certains jeunes sont sensibles à ce type de cérémonie, d'autres s'investissent, à l'image de Johanna, plus jeune porte-drapeau de Martinique depuis 6 ans. Pour moi, c'est très important de faire cette activité, je dirais, porte-drapeau. Ça permet aux jeunes de voir qu'il n'y a pas que des anciens, pour que les jeunes puissent s'intéresser aussi à ce que les anciens ont fait pour nous, pour qu'on soit à l'heure actuelle debout ici. Et les associations d'anciens combattants espèrent qu'elle fera des émules afin de voir davantage de jeunes à leur côté. Et toujours à l'occasion de l'armistice à Trinité, une délégation de Meusiens s'est rendue dans la commune, la délégation de Meusiens, originaire d'Étain, commune du nord-est de la France hexagonale, et de passage en Martinique. Cet après-midi, je vous le disais, à Trinité, certains ont revêtu des uniformes de l'époque de la guerre pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. La ville d'Étain, qui a une histoire très étroite avec la Martinique. Pour en parler, nous recevons ce soir nos 2 invités. Carla Davanne, présidente de l'association Pays d'Étain Martinique, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et Sabine Andrivon-Milton de l'association Martinique-Étain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais il y a un instant, la ville d'Étain et la Martinique ont des liens assez particuliers, des liens historiques, notamment dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Quels sont ces liens, justement ? Alors, rapidement, pendant la Première Guerre mondiale, la ville a été détruite à 93%. Et elle a été reconstruite en partie grâce donc à l'aide financière de la Martinique. Et la Martinique s'est mobilisée pour pouvoir permettre à cette ville d'obtenir des fonds pour sa reconstruction. Et en signe de reconnaissance, la place principale de cette ville, c'est la place de la Martinique. Et d'ailleurs, l'année dernière, nous avons été en délégation rendre hommage donc à cette alliance qui lie la Martinique à Étain. Alors, dans quelles conditions la Martinique a participé à la reconstruction de la ville d'Étain ? Simplement, après la Première Guerre mondiale, on a recherché des villes qui pouvaient financièrement permettre d'aider les reconstructions. Et il y avait un prêtre donc, à Étain, qui est en relation avec un prêtre de Martinique, qui a mis en place cette relation, simplement. Alors vous venez donc de la ville d'Étain, vous êtes en Martinique dans le cadre de ces commémorations. Vous avez donc fait le chemin inverse. C'était quel objectif ? L'objectif, c'était de pérenniser ce que l'on avait ce que l'on avait appris lors de leur venue en février. Et donc, on se devait, nous, de venir vous rencontrer. Parce que, on a passé des temps forts dans les nécropoles de la Meuse, durant les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. Donc, on s'est dit... on va créer une association pour pouvoir tisser les passerelles entre notre région et votre région. Alors, vous l'avez dit, à Étain, il y a une place, donc... La place de la Martinique. Place de la Martinique. Est-ce que cela veut dire que cette histoire est bien connue, notamment des plus jeunes de la ville d'Étain ? Alors, des plus jeunes, non, pas encore, parce que moi, je fais partie des personnes qui, justement, voyaient une place qui s'appelait Martinique et on n'en connaissait pas l'histoire. Et sincèrement, c'est quand Sabine est venue vers moi pour organiser son voyage où je me suis intéressée. Et c'est là le problème, c'est qu'on se doit de faire un travail de mémoire, justement. Et même pour les adultes, parce que moi, je suis une adulte et je ne connais pas tout non plus. Et c'est très important de connaître nos racines et notre histoire. Et grâce à Sabine, moi, en tout cas, ça m'a fait un tilt. Ça m'a donné envie de créer une association, et au-delà d'Étain, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'Étain, il y a aussi Verdun, il y a aussi les petites communes aux alentours. C'est pour ça que l'association s'appelle Pays d'Étain Martinique. Alors justement, on l'a vu il y a quelques instants avec ce dépôt de gerbes cet après-midi à Trinité. Quels sont les grands rendez-vous de cette délégation ici en Martinique ? Alors déjà, donc, demain matin, nous sommes sur le Morne Rouge. Nous sommes reçus donc, par la municipalité et nous allons faire un dépôt de gerbes à la Croix de Lorraine. Lundi,
Nous sommes attendus au Fort de Zé. D'ailleurs, les forces armées aux Antilles nous accompagnent sur ce projet. Donc, Fort Saint-Louis et visite donc de la Martinique avec le prêcheur Saint-Pierre. Donc, on a allié les commémorations mais aussi la visite de la Martinique pour qu'ils connaissent quand même ce que nous avons comme patrimoine. Donc, ils vont faire vraiment les temps forts et sont reçus chaleureusement par la population martiniquaise aussi à différents points de leur séjour ici. Alors, le centenaire va se poursuivre jusqu'à l'année prochaine. Est-ce que vous avez prévu déjà d'autres rendez-vous importants? Oui. On a un retour de nos amis qui viendront pour 2018, en novembre, commémorer avec nous. Voilà. Tout à fait. Et localement, nous allons organiser aussi des manifestations pour pouvoir clore donc, ce centenaire et aussi proposer des choses, puisque bon, ça ne s'arrête pas en 2018. Et il y a énormément de projets qui seront faits dans les municipalités, notamment du COS, les Trois-Îlets. Ils ont pas mal de grands projets en cours et ça va donner quelque chose de très bien. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette page d'histoire entre la Martinique et la ville d'État. On poursuit ce journal avec un mot de politique ce matin. Présentation de la liste de Louis-Philippe Berba pour les élections municipales de Sainte-Marie prévues le 26 novembre prochain. Louis-Philippe Berba qui remplace Saint-Yves Rongon, jugé inéligible. Une centaine de militants, vous le voyez, étaient présents. Parmi eux, un soutien politique en la personne de Philippe Petit. Jusqu'au 6 de ce mois-ci, 6 novembre, j'étais encore imposable à Sainte-Marie. Le 7, nous allons déposer la liste. Et le 7, comme par hasard, à midi, je suis sur la liste, je suis sur les impôts sur le Marigot. Nous n'avons pas compris. Tout le monde est au même niveau dans le groupe. Parce que nous, c'est la démocratie participative. Donc, nous avons décidé simplement de faire monter le deuxième sur la liste, c'est-à-dire M. Berba Louis-Philippe. Sainte-Marie a besoin d'autre chose. Et retrouver notre fierté, retrouver un bien-être à Sainte-Marie et ne pas être sous la joue de quelqu'un. Parce que, le joug plutôt de quelqu'un, parce que cette personne fait régner la terreur. Les employés municipaux ont tous peur. Ils se plaignent énormément et il a déjà dit qu'il allait faire des sanctions. Donc nous disons, la révolution est en marche. C'est vrai que le délai est court, mais il n'empêche que par rapport à notre action en ce moment, nous rencontrons des gens qui sont déçus. Ils disent on ne se retrouve pas, donc on n'ira pas voter. On n'ira pas voter. Nous voulons justement que la démocratie règne et nous voulons que tout le monde s'exprime en allant voter. Sur ma liste, il y a des civils, il y a aussi des gens qui se sont vraiment intéressés à la politique, mais globalement, nous ne sommes pas pour une équipe de politique professionnelle. Voilà pour ces réactions recueillies par Sandrine Claude à Paris. Les évêques de Guadeloupe, Guyane et Martinique réunis pour une messe en l'honneur des Antillo-Guyanais. Ce matin, 3000 personnes ont participé à l'office. À l'église Saint-Sulpice, un hommage a été rendu notamment aux victimes des ouragans Maria et Irma. Le reportage de Solène Boissé et de Tafari Tyrolien. Cela fait plus de 10 ans que Micheline se rend à la messe chaque année. Cet originaire du Gosier a fait le déplacement depuis le Val d'Oise à plus d'1 heure de route pour se recueillir parmi les siens. C'est le plaisir de se retrouver en Antillais et c'est dans des occasions comme ça qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis des années. Donc c'est l'occasion idéale pour retrouver un peu tout le monde et retrouver l'évêque qui représente aussi la Guadeloupe. Cette année donc, la cérémonie est placée sous l'égide de Monseigneur Rio Creux, l'évêque de la Guadeloupe, qui n'a pas manqué d'évoquer les catastrophes provoquées par les ouragans Irma et Maria et d'adresser un message d'espoir. Après le cyclone, après la tempête, il y a le soleil. Nous avons ramassé plusieurs centaines de milliers d'euros aussi à travers les diocèses notamment qui ont été très généreux. C'est un soutien financier certes, mais surtout un soutien spirituel et le soutien là qui s'est manifesté dans cette communion, dans la foi et dans la joie de nous retrouver. Une joie mesurée avec une messe plus solennelle que les années précédentes. Mais qui n'empêche pas de raviver le cœur des croyants antillais. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, même si ça ne va pas antillais, ils vont s'assembler ensemble pour nous prier ensemble et pour nous payer longtemps plus loin. C'est un peu de la Guadeloupe aussi.
que nous, on a aussi dans notre cœur et pour faire sortir cette chaleur. Drôle de coïncidence, le 11 novembre, c'est aussi la fête du Saint-Martin, cet évêque de Tours qui avait donné son manteau à un pauvre au IVe siècle. Monseigneur Riocreux a appelé les fidèles à suivre son exemple en faveur de l'île qui porte son nom. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi ce soir. Hubert Bornil et toute son équipe nous emmènent au Marin qui accueille ce week-end le salon des métiers de l'industrie nautique qui est à la côte en ce moment. Et puis à découvrir également un sport nautique, le wakeboard, proposé par un jeune entrepreneur. Vous allez le voir. Mais d'abord les images, vous le disiez en titre du grand concert consacré à Patrick Saint-Éloi. C'était hier soir au stade de Dillon. Autour de Jacob de Varieux, des artistes sont venus donc rendre un grand hommage à l'artiste martiniquais, mais également le public était présent. Les images signées Michelet François. Les musiciens, les chanteurs qui reprennent les morceaux, tout est super. L'ambiance elle est juste géniale, rien à dire, zéro faute. Je kiffe, Patrick, je t'aime. Ces chansons sont des textes excellents, donc je suis ravie d'être là ce soir. C'est vraiment très chaud. Ça qui parle là, ben, le grand fait. Les absentants. Chaque année, je fais un concert en hommage à Patrick Saint-Éloi. C'était moi, ça n'engage que moi. Grandes émotions, beaucoup d'amour. On s'y attendait de toutes les façons. Un GMZ, un grand méchant zouk. En plus, un hommage à PSE. Patrick, tu sais déjà. Je me suis à danser, donc tant que c'est pas fini, je danserai et je serai sur la piste, non-stop. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Je vous le disais il y a quelques instants, en direction le Marin ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au Marin ce week-end. Alors c'est un temps fort le Marin, non pas pour présenter le Marin, je vous présente, non on ne le présente pas, Raymond Marie qui est un personnage de la commune, non pas pour présenter le Marin, je disais, mais on va parler de cette grosse activité qui se déroule là, puisqu'on appelait ça le SMILE. Hein. Donc ouais. L'économie bleue, c'est quelque chose qui te parle forcément, la mer. Bien sûr, je suis peut-être un homme de la mer, puisque j'ai été vice-président de la Société d'Irlande, directeur du tour pendant 15 ans, et membre de l'association pendant près de 25 ans. Donc, tu comprends forcément cette dynamique que les élus veulent mettre en place sur le territoire du Sud. Ah oui, oui, j'ai toujours apprécié l'attitude du maire qui voulait tourner le Marin vers la mer. C'est une très belle chose et
Seulement, il faut bien réglementer la chose. Très bien. Raymond Marie, on va regarder un peu quelques sujets autour de ce grand village, puisque là, il y a beaucoup d'exposants, il se passe énormément de choses. C'est l'événement de ce mois autour de la mer. On regarde quelques images et puis on retrouve tout de suite d'autres reportages et puis on en parle en fin de sujet de ce salon. À bientôt. Hein. À bientôt. Le salon, c'est justement l'occasion aussi de démontrer, s'il le faut bien, que les loisirs nautiques ne sont plus réservés à une certaine élite. On a toujours pensé que cela s'adressait à des personnes fortunées. Aujourd'hui, monsieur tout le monde peut acquérir un jet ski ou un bateau pour ses sorties du dimanche. D'ailleurs, c'est l'occasion justement pour la plupart des sociétés de présenter leurs modèles et de guider le public dans ses choix. Le reportage d'Anaïs Gall. Lionel est venu faire du repérage. Lui est plutôt bateau à voile, mais le salon du nautisme vaut tout de même le coup d'œil. Installé depuis 30 ans en Martinique, il s'est pris de passion pour la navigation. À la tête d'une association de régates, il possède également sa propre embarcation. Ce qu'il aime lorsqu'il prend la mer, c'est la sensation de s'évader pour quelques heures. La perte de la notion du temps déjà, d'accord, c'est larguer des amarres au sens propre, au sens figuré. Ça, c'est très important, c'est-à-dire quand on largue les amarres, on a tout lâché. De tout ce qu'on avait à terre, on lâche tout, on largue les amarres et puis on s'en va. Comme Lionel, de plus en plus de Martiniquais se tournent vers la plaisance. Ce qui était autrefois considéré comme une activité de niche est aujourd'hui bien plus populaire. Depuis quelques années, le port du Marin est saturé et les prestataires fleurissent dans le secteur. Je pense que les Martiniquais ont vraiment l'envie de se tourner vers la mer parce qu'il y a vraiment des opportunités de développement à exploiter en termes d'emploi, mais également pour le tourisme. Donc il y a de plus en plus de sociétés au niveau des croisières qui se développent, de sociétés d'excursion, parce que le tourisme de plaisance, le tourisme bleu, c'est un vrai vecteur d'économie et de retombées directes pour la Martinique. Balade en mer avec skipper ou simplement location de bateaux particuliers, pas besoin d'être propriétaire pour profiter des vagues. Si cette entreprise constate une hausse de ses ventes auprès des Martiniquais, beaucoup préfèrent le loisir, sans l'engagement. La location est quand même sur le port du Marin une grosse partie. Bien sûr, il y a beaucoup de propriétaires de bateaux, mais beaucoup vont louer pour le week-end, pour les vacances, parce que tout le monde ne peut quand même pas investir dans un bateau. La question financière est souvent le frein pour les clients. Alors pour ceux qui disposent d'un plus petit budget, il y a d'autres alternatives comme le jet ski. Moins imposant que le bateau, disponible dans cette boutique à partir de 9 000 €. Ce qui est bien avec le jet, c'est que c'est un produit qu'on peut tracter facilement, beaucoup plus facilement qu'un bateau. Donc pour la personne qui veut aller vers la mer, c'est plus pratique, c'est plus facile. Un jet se tracte facilement avec un véhicule normal. Il n'est pas nécessaire d'avoir un gros 4x4 par exemple. Et au niveau du stockage, on peut le ramener chez soi, si on a un petit jardin ou un garage. Donc il n'est pas aussi obligatoire de laisser son jet en marina. Jet ski, hors-bord, catamaran, des formules variées pour un plaisir unique, une découverte à perte de vue. Le Smile, c'est aussi l'occasion pour de nombreux exposants et professionnels de faire découvrir leurs produits, on l'a dit, mais c'est surtout le moment de se faire une place dans le monde très concurrentiel des loisirs en mer. C'est le cas de Pablo Estorque. Il a une école, Mada Wake School. Il propose des cours de paddle, mais aussi des sessions de wakeboard. Voyons l'essentiel avec Anaïs Gall. On va partir sur un cours de wakeboard pur. On va laisser la borne de wet skate dans la voiture. Enfin, je te montre à quoi ça ressemble quand même. Tu vois, une borne un peu plus petite, sans les chaussures, avec un grip. Pour la sortie de Tess ce matin, ce sera planche de wakeboard traditionnelle. Pour l'instant, c'est encore ce coffre de voiture qui fait office de local itinérant. Mais dans quelques semaines, c'est ici que l'école nautique ouvrira ses portes. Donc cet emplacement-là, ça sera l'emplacement du local de la Mada Wake School. Okay, donc une espèce de petite cabane créole de 10 mètres carrés. Après plusieurs années d'expérience acquises dans de grands groupes nautiques, Pablo Estorque souhaite aujourd'hui s'établir à son compte, même si le projet a demandé beaucoup de travail. Je me suis dit, allez, lance-toi, même si t'as rien à la base,
lance-toi, démerde-toi, fais des crowdfunding, fais des appels de machin, des trucs. Et puis au final, j'ai réussi à me débrouiller avec l'aide de beaucoup de personnes quand même. Grâce à son entourage et aux fonds récoltés sur Internet, le jeune moniteur dispose de presque tout l'équipement nécessaire pour démarrer son activité. Comme ce bateau baptisé Seawo, avec lequel il propose des sorties wakeboard au départ du Cap Est. Pour la session du jour, direction Trou-Cochon. C'est une mangrove qui est entourée de palétuviers et pour le wakeboard c'est impeccable parce que le spot est vraiment flat. Donc quand on dit flat, c'est vraiment qu'il est plat, il n'y a pas une vague. Arrivé sur place, le site répond à toutes ses promesses. Une fois équipé, le moment est venu de se mettre à l'eau. Et c'est parti pour la glisse. Allez, on est parti! Plus facile que le ski nautique, plus sensationnel que la planche à voile, le wakeboard séduit de plus en plus en Martinique. C'est le cas de Tess, devenue adepte de ce sport. Pour les débutants, je trouve que c'est plus cool parce que dès le premier cours, tu peux sortir directement. C'est la vitesse, les sensations, les virages. Bon, c'est bon, t'as kiffé, c'était cool? Ouais, nickel, c'est trop cool. Ce que le jeune entrepreneur apprécie avec le wakeboard, c'est la liberté, ne pas être dépendant des éléments. T'as pas besoin d'attendre la vague, t'as pas besoin d'attendre le vent, t'as besoin juste d'un bateau, d'une planche, d'une corne et après tu glisses. Mais avec son bateau à moteur, Pablo sait bien qu'il propose une activité beaucoup moins écologique que les sports de voile. Alors à chaque sortie, il prend soin de sensibiliser les wakeboarders. Chaque fois qu'on va à l'eau, j'explique bien à mes clients que c'est vraiment notre outil de travail, que c'est notre poumon, qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il faut la respecter plus que tout, que ce soit la mer et comme je disais la terre, les tortues, enfin tout ce qui englobe tout ça, il faut vraiment respecter ça et y faire vraiment très attention. Ce week-end, la Mada Wake School participera au salon nautique organisé par la ville du Marin. Une opportunité d'élargir son public en attendant l'ouverture des locaux fin décembre. Nous en arrivons à l'heure de notre invitée, Madame Mélissa Bouezambo, responsable auprès de l'espace sud de ce salon que vous appelez d'ailleurs, c'est une sorte de salon de l'espace bleu, on va dire. En tout cas, il se passe beaucoup de choses, il y a des activités nautiques. On a compris que ça s'oriente sur la mer, c'est le gros événement de cette fin de mois, c'est ça? C'est ça, c'est le Smile Caraïbes, le salon des destinations bleues. Alors effectivement, bleu, tout de suite on pense à la mer, donc tout ce qui est activité nautique, bateau, plaisance, loisirs, mais destination aussi. Donc valoriser tout ce que la destination sud a montré, donc le patrimoine culinaire, l'artisanat, voilà, global et puis la musique bien sûr. On a bien compris que le Marin n'a pas été choisi par hasard, c'est parce que c'est déjà une commune tournée vers la mer. Est-ce que le Martiniquais réellement l'est véritablement tourné vers la mer? Pas suffisamment. Et justement, c'est pour ça qu'il faut continuer à avoir ce genre de manifestation pour montrer aux Martiniquais le potentiel qu'offre la mer, parce que nous sommes une île et malgré ça, nous ne sommes pas suffisamment tournés vers la mer. Et c'est pour ça que le slogan du Smile, c'est « Oser la mer ». Justement, oser la mer, on peut entendre aussi l'idée de l'économie bleue. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'en ce moment, on peut dire qu'au niveau politique en Martinique, il y a des projets qui vont dans ce sens, des projets de développement au niveau de l'économie bleue? Parce que les élus de l'espace sud veulent vraiment développer cette économie bleue et il y a des projets d'équipement puisque le port du Marin ne suffit pas pour développer cette économie. Oui. Donc il y a une zone de mouillage dans Darley, il y a un projet sur Sainte-Anne aussi d'avoir une zone de mouillage avec l'objectif d'augmenter la capacité d'accueil de l'espace sud. D'accord, et tout ça, ça peut drainer des emplois? Exactement, exactement. Le port du Marin, aujourd'hui, c'est 500 emplois directs, 200 emplois indirects. Donc imaginez si on a 2-3 structures comme ça sur le sud, ce que ça peut représenter. D'accord, donc outre le Marin, en dehors du Marin, on a parlé des Anses d'Arlé, d'autres communes dans le secteur sud peuvent constituer, venir renforcer ce pôle d'attractivité? Oui, il y a aussi la marina des Trois-Îlets, où il y a un projet d'extension de la marina. Il y a un projet aussi de port à Sec, il y a déjà un port de plaisance au François, un projet d'extension aussi. Donc il y a plusieurs projets qui vont dans le même sens. Et tout ça, à quelle échéance?
Le plus tôt possible. Pour les Anzarlais, la zone de mouillage existe déjà. Sur Sainte-Anne, les études sont déjà en cours, donc ça ira très rapidement. Et puis on espère aussi le concours de l'État et de la CTM pour pouvoir aller le plus vite possible. Alors on a connu jadis bien sûr le salon nautique qui se tenait ici au Marin. Là, ce salon il prend une autre dimension. On voit qu'il y a l'aspect artisanal, il y a tout ce qui concerne l'accastillage, tout ce qui touche à la pêche, au bateau. Est-ce qu'on sent vraiment un engouement de la part du public pour ces présentations? Alors c'est vrai qu'il y a un engouement, déjà il y a un boat show, donc il y a des bateaux à voir, des jet skis, donc je pense que la population aura envie de venir voir ça. Mais l'objectif du salon, c'est de montrer tout ce qu'il y a autour et les activités auxquelles on ne pense pas forcément. C'est cela. Qu'est-ce que les gens recherchent? Bon, alors on dirait qu'il y a une nouvelle génération qui est très attirée par les activités nautiques. Est-ce que ça commence déjà à décoller? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'activités nautiques qui sont présentées sur le front de mer du Marin. Et il y a des gens qui appellent pour réserver, donc qui ont beaucoup de succès, avec une activité notamment embarquement immédiat, avec des visites dans la baie du Marin, qui chaque année est très plébiscitée par la population. On va bien sûr dire que le salon il a débuté depuis vendredi. Demain, alors en clôture demain, qu'est-ce qu'il y aura? On doit s'attendre à quoi? Toute la Martinique devra venir sur le Marin demain pour le final, on dira. Oui, dimanche, il y a beaucoup de manifestations. On commence par le bootcamp dès 9 h du matin, de la musique aussi donc le midi, et puis le soir, une grande parade lumineuse avec Plastic System Band, et on attend toute la population. Très bien, et cet événement sera appelé à être reconduit, on imagine, forcément. Tout à fait, avec l'objectif de le reconduire tous les 2 ans, donc rendez-vous en 2019. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces minutes pour nous parler de la mer et de l'économie bleue. On espère vous retrouver une autre fois pour en parler. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous étions sur le Marin, vous avez bien compris, non pas pour parler de la commune du Marin en elle-même, mais de tout ce qui se passe sur la mer. Et puis, nous avons ouvert un peu sur tout l'espace sud. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures en d'autres lieux. Merci de nous suivre. À bientôt. Voilà pour votre JT des communes, c'est l'heure de retrouver votre page sport. Toute l'actualité sportive de ce week-end, c'est maintenant, et on commence avec du football et le 6e tour de la Coupe de France. Cet après-midi, le Golden Lion a été, on peut le dire, écrasé par l'US Concar sur le score de 7-0, une défaite dans l'Hexagone sur laquelle nous reviendrons demain dans notre journal de 19 h. Et puis en ce moment même, le club colonial reçoit au stade Pierre-Aliquer l'ASM Belfort, toujours dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France, et on vient de l'apprendre. Un but à la 11e minute marqué par le club colonial, un but sur pénalty. On poursuit cette page de sport avec la Coupe de France, mais cette fois-ci en basket. Les finales départementales ont eu lieu hier soir au hall Pélière-Donatien. Et chez les femmes, la Gauloise s'est imposée en venant à bout du Golden Lion à 67 contre 52. Au masculin, c'est la même affiche que l'on savait déjà, et c'est le Golden Lion qui s'est imposé sur le score de 75 à 72. Le récit de ces deux rencontres signé Carrie Chassol et Loïc Régis. Chez les femmes, détenteur du trophée, le Golden Lion en rouge entend le conserver. C'est pourtant la Gauloise qui ouvre le score. Un premier panier qui lance véritablement la rencontre. Les deux formations se rendent coup pour coup. Le match est rythmé et équilibré. À la fin du premier quart-temps, la Gauloise mène de 3 points. Dès l'entame du deuxième, l'écart passe de 3 à 8 points. Et les Joséphines ne le comblent pas, bien au contraire. À la pause, les Trinitéennes mènent 37-25. Au retour d'une longue pause due à une coupure en alimentation électrique, les partenaires de Valère creusent encore l'écart. Après 3 minutes, elles mènent de 19 points
et à la fin du troisième quart-temps, le score est de 51 à 32. La dernière manche n'est qu'une formalité pour les Trinitéennes et en dépit de quelques réactions joséphines, la Gauloise remporte cette finale sur le score de 67 à 52. Le troisième carton pour moi qui est le carton le plus important. Elles ont été plus à droite, elles ont été plus patientes parce qu'il y avait beaucoup d'affolement au début et ça a donné au fur et à mesure. Elles se sont détachées sur du jeu rapide et puis sur nos petites formes de jeu et puis je pense qu'on a été un petit ton au-dessus par rapport au Golden Lion. Même si le corps paraît large, mais c'est dans le jeu, je pense qu'elles ont pris l'ascendant. Ça peut arriver, on peut passer à côté de matchs. C'est dommage que ce soit une finale. Mais c'est comme ça, c'est le jeu qui veut ça. La Gauloise a fait un match plutôt physique. On n'a pas su répondre physiquement, sauf en deuxième mi-temps. Et c'est un peu tard. La Gauloise affrontera en Guyane l'US Sinamari le 25 novembre prochain. Chez les hommes, pas de temps à perdre pour le détenteur du trophée, le Golden Lion. Après 9 secondes, il ouvre le score. La Gauloise répond par ce shoot à 3 points de Mongin. Le ton est donné. Ce début de rencontre est rythmé et à la fin du premier quart-temps, les Joséphins mènent 23-16. Un écart de 7 points que les partenaires de Naples tentent de combler. Mais les Joséphins déroulent. À la pause, ils mènent de 18 points. Au retour des vestiaires, la Gauloise hausse le ton. Dans un premier temps, l'écart passe de 18 à 12 points. Mais les hommes du tandem Geneviève-Salomon accélèrent et à la fin du troisième quart-temps, ils mènent de 22 points. Dès lors, on voit mal les Trinitéens revenir et pourtant, les hommes de Fleury jettent leur dernière force dans la bataille. Le Golden Lion déjoue et l'écart passe de 22 à 16 points, puis à 10 points à 2 minutes de la fin. Le suspense est à son comble. À moins d'une minute du terme de la partie, la Gauloise revient à 4 points. Bousculé, le Golden Lion conserve malgré tout son titre en s'imposant 75-72. C'est pas un match comme les autres. Après bon, il faut aussi rendre hommage à la Gauloise qui n'a pas lâché, qui a cru jusqu'au bout. Peut-être qu'on fait preuve de laxisme. Mais voilà, comme je dis, l'essentiel d'une finale, c'est de la gagner. La manière, en vérité, peu importe. La première mi-temps a beaucoup compté. Ils ont pris un écart qu'on a dû rattraper et après, bon, ils ont été plus forts à la fin. Mais c'est prometteur pour la suite de la saison. Oui, oui, bien sûr, on va continuer à travailler et puis on essaiera d'arriver en finale contre eux en play-off pour voir si on peut mieux faire. Lors du prochain tour de Coupe de France, le Golden Lion affrontera l'ASC Tours en Guyane le 25 novembre. Voilà pour le résultat de ces finales départementales en basket. Tout de suite, le reste de l'actualité sportive avec Loïc Régis. En handball féminin, la 6e journée du championnat de pré-national a débuté hier soir par 3 rencontres. Victoire de l'entente AS Mendezès Gauloise, de l'Étoile de Gondo et de l'USC Citron. Cette 6e journée se poursuivra demain avec le choc Arsenal-Réveil sportif. Chez les hommes, 4 matchs ont eu lieu hier soir. Victoire de la Gauloise, de l'Étoile de Gondo, de l'USC Citron et du Réveil sportif. Demain, une rencontre refermera cette 6e journée. En sport nautique, 2e journée de la Martinique Cup en jet ski. Au programme ce samedi, 4 manches. Au classement général, Alexandre Barret occupe la première place qu'il ravit à Kevin Carlini, 2e. François Médori grimpe d'une place et complète le podium. Épilogue de la compétition demain, toujours au diamant. Athlétisme, Tony Auster de la mairie sportive de Fort-de-France s'impose en 35 minutes et 15 secondes aux 10 km de la ville de Rivière-Salée. Il devance Thierry Jacques-Édouard et Gérald Gladone. Au féminin, c'est Fangenteno Félix qui l'emporte en 39 minutes 38 secondes. Elena Fétizon et Christina Venusa complètent le podium. C'est une course qui est partie sur un trait sénateur. J'avais le sentiment qu'aucun des concurrents directs, à savoir Gérald Gladone et Jacques-Édouard Thierry, ne voulait prendre les devants de la course. Donc à mon rythme, je l'ai pris à mon compte. Et dès la montée de sagesse au 3e kilomètre, j'ai constaté qu'ils avaient marqué le pas. J'ai continué sur cette même allure. Mais sur le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres, j'ai été énormément éprouvé. J'ai eu beaucoup de difficultés à terminer cette course, ce qui explique que Jacques-Édouard soit revenu si proche de moi. Cyclisme, 15e édition de la Belle Martinique, organisée par le comité régional. 350 licenciés et non licenciés s'étaient donné rendez-vous au Lamentin.
Au programme, 6 circuits dont 2 sur route. Si la part belle est faite aux cyclistes, la manifestation est aussi ouverte aux VTT et pour la première fois aux vélos à moteur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Retour du sport demain dans votre journal. Pour l'heure, place à l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour le rappel des titres.